qu'est-ce qui vous fait croire que les plateformes, les géants du Web, qui ne sont pas basés au Canada, vont vraiment se conformer à ce que vous leur demandez de faire pour contrer la haine en ligne? Je crois que le projet de loi qu'on a déposé en Chambre hier, ça touche les plateformes, même s'ils ne sont pas fixés physiquement ici au Canada. S'il y a une audience avec les Canadiens, si les Canadiens sont des utilisateurs de leur service, il y a une obligation morale et maintenant légale pour les compagnies de suivre nos propres règles. Ils n'ont pas toujours collaboré dans le passé. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci sera différent? C'est sûr, mais il y a une différence vis-à-vis les compagnies. Quelques-unes ont pris des étapes très avancées, les autres n'ont pas, mais avec le fait qu'on a effectivement dit que on veut votre volonté de participer. Si vous n'êtes pas capable de participer, on va vous diriger vers une participation avec les pénalités qui sont assez sévères et assez élevées parce que la grande thème dans ce contexte-là, c'est de changer le contexte où ils sont gérés simplement pour un motif financier. Il faut ajouter un motif qui touche la sécurité des Canadiens. C'est si simple. Que pensez-vous du fait que le Québec invoque la clause dérogatoire encore une fois pour sa loi 21? Pour la loi 21? La loi 21 sur les symboles religieux, Québec restaure la clause dérogatoire. Qu'en pensez-vous? Donc, avec la clause non dérogatoire, c'est les mêmes politiques qu'on a toujours eu. Ceci dit, c'était mentionné par le Premier ministre à plusieurs reprises que pour nous autres, on pense que la clause non dérogatoire, ça doit être la dernière réponse, pas une première réponse. Il faut consulter les cours en avant de ça, procéder avec les appels, mais aussi il faut avoir des paramètres vis-à-vis. Donc Québec n'aurait pas dû le faire. Ce qu'on a toujours dit, c'est que si ça arrive au Cour suprême du Canada, on sera là pour défendre les droits des Canadiens. The previous version of the online harms legislation hardly referenced children at all. Why did you make such a big pivot with this legislation? Personally, because I'm a parent, I represent Canadians, and there are Canadians that are concerned about their kids and their grandchildren across the country, and we reflected really deeply on this bill. And that reflection took us to instances where we're consulting with experts, talking to Canadians, consulting with people abroad in terms of what types of content need to be addressed. We identified 7, and there are 2 areas of content that we feel have no place in the public domain, and that is child sexual exploitation and the non-consensual sharing of an intimate image, which is revenge porn. That is critical. We want that out of the public domain. Many human rights groups are saying that Israel has not complied with the ICJ's provisional rulings. Is Canada considering any sanctions against Israel? So I think a question like that may be most directly appropriately raised with Minister Joly. What I can say to you is that we are very seized of the matter. You know that we have followed the ICJ ruling. We are calling for, in the context of that situation, exactly what was outlined by the court, which is that a humanitarian corridor needs to be open. And you've seen the joint statement we put out twice now with Australia and New Zealand vis-a-vis the need for humanitarian aid and the need for working towards a sustained ceasefire quickly. Now that the legislation is out, have you heard anything from social media platforms, especially after we saw Meta pull out of Canadian news with their opposition to C-18? So I've not heard directly in terms of a sort of a formal response from the platforms. What I can say to Canadians is that the idea is not to chase platforms out of Canada. We want platforms operating in Canada, but we want them operating at a baseline standard of safety. And I find it troubling that we've got more rules that relate to the Lego in my kid's basement than we do for the most difficult and dangerous toy that is in every Canadian's home right now, which is the smartphone or the screen that their children are in front of. We need to establish baseline standards to protect the safety of Canadian children and to protect vulnerable people from hatred. That is what we're doing with this legislation, which I think is fundamental for the Ministry of Justice. Monsieur Virani, qu'est-ce que vous pensez de la plainte des... Je pose une question sur votre cahier de briefing. Pourquoi il n'y avait rien sur ArriveCan dans votre cahier de briefing? Bien, ça faisait partie des enjeux qui n'étaient pas à l'époque immédiats pour mon ministère, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on savait que la vérificatrice générale avait besoin d'un petit peu de temps pour faire son travail. Et la deuxième, c'est que l'Agence des services frontaliers devait aussi faire son travail. Ça relevait de mon collègue, le ministre Leblanc, donc on a patienté le temps qu'il fallait. Comme on sait parfois, par contre, c'est que peu de temps après, mon ministère agit en demandant la suspension de tous les contrats de l'Agence des services frontaliers avec GC Strategies. Est-ce que vous faites dire n'importe quoi par vos fonctionnaires? Avez-vous l'impression que vous faites dire toute la vérité dans cette histoire? Non, moi j'ai une très bonne équipe de fonctionnaires qui prennent à cœur leur travail. Ils savent évidemment que
une bonne partie de ces enjeux doivent être traités par d'autres équipes de fonctionnaires pour des raisons d'efficacité et de transparence. Donc, chacun fait son travail et je suis là, moi, pour m'assurer que ça se passe comme ça. Effectivement, c'est vous qu'on envoie au front pour répondre aux questions. Là, si on ne vous a pas préparé adéquatement, c'est vous qui allez défendre la position du gouvernement aux communes depuis une semaine. Bien, moi, je me sens bien appuyé. Et évidemment, dans le respect du partage des responsabilités, comme je le disais lors de ces briefages initiaux, ArriveCan était connu, évidemment, des fonctionnaires. Ça n'avait pas été signalé comme un enjeu immédiat, puisqu'il fallait laisser le temps à la vérificatrice générale et aux fonctionnaires de mon collègue, le ministre Leblanc, de faire leur travail. Les paradis fiscaux, est-ce que c'est normal M. Singh, hier, il dit que si ça va pas mal, ça va mal dans le système de santé au Québec, c'est parce que M. Legault coupe constamment. M. Singh peut dire évidemment ce qu'il veut. Là, il a le droit d'avoir ses propres opinions. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais ministre de la Santé, de manière très proche avec le ministre Dubé. On a eu beaucoup de travail à faire dans le contexte de la COVID-19 en particulier, d'Omicron qui a fait extrêmement mal aux soins de santé, aux patients, aux travailleurs au Québec. On a eu une très bonne relation. Puis, si j'étais encore ministre de la Santé, je suis sûr que je continuerais à avoir une très bonne relation. Est-ce que c'est ce que vous avez vu, que le gouvernement du Québec coupait et que c'est pour ça que ça va mal? Non, moi, je vois le gouvernement du Québec investir de manière significative. Ils font du très bon travail, entre autres, sur les données, qui était un enjeu là, tellement important pour pouvoir faciliter le travail des travailleurs de la santé, à donner accès aux patients à leurs dossiers électroniques, faire ce que M. Dubé fait de mieux en mieux, c'est-à-dire de ramasser des informations pour amener un meilleur service aux Québécois. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour le travail de M. Dubé, et si j'étais encore ministre de la Santé, je le dirais encore plus souvent. On apprend ce matin que Dalian a ouvert des comptes dans des paradis fiscaux depuis sa création. Et Dalian Enterprise a obtenu beaucoup de contrats dans le cadre du projet ArriveCan, mais aussi dans d'autres contrats. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça soulève des questions importantes? C'est une question qui est importante dans le sens que ça doit faire partie des conversations et des actions du gouvernement canadien. Ceci étant dit, c'est à Mme Bibeau de répondre spécifiquement à cette question. C'est quoi la job d'un ministre de l'approvisionnement? Personne ne comprend c'est quoi la job de votre job, en fait, quand vient le temps d'attribuer des contrats comme le contrat d'ArriveCan. Bien, la job de mon ministère, c'est une job de s'assurer spécifiquement. Et du ministre, évidemment, parce que ma job, c'est de m'assurer que le ministère fasse bien son travail. C'est de s'assurer que les processus sont bien suivis. Nous ne sommes ni les clients ni les fournisseurs. Les clients, ce sont typiquement les autres ministères. Dans le cas d'ArriveCan, c'est évidemment l'Agence des services frontaliers qui établit ses besoins et qui propose la façon par laquelle elle peut répondre à ces besoins. Et dans le cas de GC Strategies, on était évidemment dans un contexte d'urgence. Ils ont déclaré que pour les fins d'urgence, ils avaient besoin de travailler rapidement avec des entreprises qui avaient déjà été préqualifiées. Ça a été jugé admissible par les fonctionnaires de mon ministère parce que c'était une situation d'urgence. Ceci étant dit, ça n'a pas permis, ça ne peut jamais permettre aux fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers de ne pas faire leur travail correctement. Les règles étaient claires. Oui, il fallait agir rapidement, mais il fallait suivre des règles claires de rigueur, de comptabilité, de suivi des informations qui n'ont pas été... C'était votre travail. Non, la gestion des contrats, la gestion de ce type d'informations, ce n'est pas une excuse, là, mais c'est une explication, relève des ministères concernés. Donc, c'est l'Agence des services frontaliers et les quelques fonctionnaires dont on parle qui n'ont pas fait son travail, qui n'ont pas fait leur travail, et c'est à cette agence de s'assurer Justement, sur GC Strategies, votre ministère, ça fait des semaines qu'il n'est pas capable de démêler combien de contrats ont été accordés, ça représente combien d'argent, ça fait des semaines que les journalistes qui posent des questions là-dessus n'obtiennent pas de réponse claire. On dit qu'on ne peut pas se fier aux données ouvertes, mais on n'a toujours pas le montant. Est-ce que ça témoigne d'un échec de votre ministère dont vous êtes responsable? Il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que le site Web qui existe présentement, dont les journalistes ont besoin et qu'ils ont légitimement utilisé au cours des dernières semaines, c'est un site Web qui est difficile à comprendre, difficile à suivre. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas ajouter les lignes les unes aux autres parce qu'il y a des répétitions, des contrats qui ont été amendés, qui ont été changés. Donc, c'est compliqué pour les journalistes et c'est compliqué pour les Canadiens en général. Mais que le ministère n'arrive même pas que le ministère, même dans ses données internes, n'arrive pas à arriver avec le chiffre. Alors, pour le ministère, ce qu'ils savent, c'est que les contrats sur lesquels ils ont un mot direct, c'est à peu près 59 millions de dollars qui auraient été accordés à GC Strategies depuis 2015. Il y a des contrats mineurs qui ne passent pas par mon ministère parce que ce sont des petits contrats
pour lesquels il serait inefficace de se mêler dans le cadre de mon ministère. Donc, des montants beaucoup plus modestes sur lesquels ils doivent continuer à faire un travail de collecte d'informations. Moi, je m'attends à ce que ce soit fait très prochainement et on aura donc des réponses plus précises aux questions légitimes et importantes que les journalistes posent présentement. Les paradis fiscaux, vous ne trouvez pas que c'est un drapeau rouge? Vous trouvez pas que sur ArriveCan. Et en général, sur les contrats qu'on donne à des entreprises externes, est-ce qu'on abuse? Est-ce que le gouvernement en fait trop à l'externe? Bien, écoutez, il y a une enquête sur ce dossier-là en particulier. C'est clair que c'est inacceptable. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne au Canada qui pense autrement. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes. Puis moi, je dis qu'il y aura des conséquences pour ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Il y a des enquêtes sérieuses. Et clairement, il y a des gens qui ont manqué de jugement. Et ces gens-là devront être responsables. Vous savez, ça, c'est des gens qui administrent ces contrats-là. Il y a des gens responsables. Et c'est pour ça qu'il y a une enquête présentement. Puis c'est important. Il faut que les Canadiens aient confiance dans le service public, ceux qui administrent ces contrats-là, de bien faire les choses dans l'intérêt public. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des contrats ont été accordés à une entreprise qui a 2 comptes dans des paradis fiscaux? Encore là, c'est préoccupant. C'est pour ça qu'il faut aller au fond des choses. Il faut enquêter. C'est pour ça qu'il y a des gens, j'ai compris que la GRC est aussi impliquée. Moi, je veux dire, les gens doivent être imputables de leurs actes. Les gens sont responsables. Il y a des gens qui, écoutez, l'enquête va le déterminer, mais si les gens étaient au courant, s'ils étaient en connaissance de cause, les actes répréhensibles, il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'on s'assure que l'argent des contribuables soit bien investi dans l'intérêt public. Et les gens qui ont été impliqués directement dans cette affaire-là devront répondre de leurs actes. C'est un drapeau rouge. Il y a des experts qui pensent que... Bien, il faut... moi, je souhaite que ça soit certainement... comment j'allais dire? Il faut que ceux qui sont responsables de la gestion des contrats de l'administration publique portent une attention particulière. Si on voit des choses comme ça, qu'on constate des choses comme ça, comme Canadiens et Canadiennes, c'est pas comme ministre, c'est pas comme gouvernement, mais c'est comme Canadien, ça montre à quel point il faut redoubler d'efforts et certainement s'assurer qu'à chaque fois que un fonctionnaire, quelqu'un de l'État pose un geste, s'assurer qu'on respecte toutes les règles et que ça soit dans l'intérêt public. Merci, je suis juste en retard. Il y a toujours plus à faire, mais vous comprenez que je suis un petit peu en retard pour le cabinet, fait que je veux garder mon siège. C'est quoi la ministre des Universités en Ontario qui dit qu'elle n'a jamais été consultée concernant le cadre des étudiants étrangers? Là. Il dit qu'ils ont essayé de demander des rencontres avec vous. Vous n'avez jamais répondu, ça. Non, c'est totalement faux. C'est quoi? Non, c'est de la foutaise, simplement. Mais c'est quoi qui s'est passé? Est-ce que vous avez parlé Ils ont sollicité des rencontres, ils ne sont pas présentés. Plusieurs reprises. Là, j'ai des textos. Je n'aime pas partager mes textos avec les journalistes. Mais... J'ai parlé au ministre de l'Immigration, il était supposé l'amener à plusieurs reprises. Et puis, nos fonctionnaires, puis mon cabinet politique s'est entretenu avec leur équipe, mais ils ne sont jamais venus nous voir. C'est malheureux, mais c'est la réalité. On a fait plusieurs tentatives. Mais écoutez, j'ai 10 autres provinces à gérer aussi. On en est où dans les demandes du Québec d'un remboursement d'1 milliard de dollars? À quel point vous êtes ouvert, finalement? Bien, on est toujours prêt à s'asseoir. On s'est rencontrés, nos fonctionnaires se sont rencontrés lundi dernier. Ils ont fait le tri. C'est clair qu'une demande d'1 milliard de dollars, c'est pas rien. Il y avait 500 millions, déjà 400 millions et plus à ventiler qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Alors, c'est une question de gérer entre les fonctionnaires ce qui est de la responsabilité du fédéral et ce qui est de la responsabilité du provincial. Là, du jour au lendemain, à nous lancer un autre 500 millions en point de presse, c'est précisément ce que vous voyez, ce que je vois. Mais la réalité, c'est qu'on est prêt à s'asseoir avec eux pour en parler. La réalité, c'est que j'ai jamais eu l'impression du gouvernement du Québec qui voulait vraiment s'asseoir, sauf, mis à part le fait qu'il voulait faire ça sur la place publique, ce qui n'est pas la façon de faire en gouvernement responsable. Comment vous expliquez que pour les premières années, je pense 2017 à 2020, approximativement, vous avez remboursé la totalité des demandes du Québec, puis là, tout d'un coup, vous remboursez juste une partie. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas vrai, ça. Puis si vous creusez, si vous creusez, vous allez voir qu'on a fait plusieurs remboursements à plusieurs égards. On a mis des centaines de millions à la disposition du Québec, mais là, qui reviennent à la charge avec des items qui, à certains égards, relèvent de la responsabilité du Québec. L'accueil des demandeurs d'asile, c'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement fédéral. C'est clair que le Québec a fait plus que sa juste part. Parfois, j'estime qu'il exagère les chiffres, mais la réalité, c'est qu'il faut s'entraider. Les places en garderie que le Québec veut prendre est disponible. Sorry, Ontario said it was sort of
Premier Doug Ford said he was almost blindsided by the international student cap, and that's what he said, that he didn't have enough money to make up the difference for universities. I wonder what you make about his response. That's complete garbage. We made several announcements publicly at my federal provincial meeting. I specifically spoke to the Ontario Immigration Minister, and he actually didn't show up to that meeting, but their officials were there. And we said quite clearly they need to get their houses in order. We spoke specifically about Ontario that has the largest number of international students. They should have known it. They've had Auditor General reports. I've spoken quite publicly about it. The Immigration Minister himself reached out and tried to organize meetings with the Minister of Education, and they never panned out. Our teams did speak together, and again, as I told your colleague in French, it's beneath me to share text messages with journalists, but the reality is that there was communication. It just was never followed up on. Look, Ontario, over the last 3 years in their education system, has had over 10,000 asylum claims. That isn't the sign of a healthy system. I don't reproach people for wanting to exercise their rights and claiming asylum, but it can't be the result of a poor education system. And so that's the reality of what Ontario is facing. I simply pointed it out, and it's something that they need to get in order, and they know it. So there's a bit of bad feedback. Puppy mills, you've talked about bad actors. Your own data shows that it is primarily public colleges that are recruiting these international students. Have you been misplacing the blame? Have you been leading? No, not at all. I mean, obviously private colleges have their responsibility. The private-public relationships and arrangements do have had an exponential jump. You have the Conestogas, the Senecas of the world. They have some of the highest asylum claims in Canada. They're in the top 10, 800 last year. That is totally unacceptable. That spike is alarming, and that spike exists in the public schools as well. They have some work to do in terms of the quality of the education that they provide to these people and the people that they engage to recruit people abroad. So there's responsibility to go around, Catherine. I just think that some of the really, really bad actors are in the private sphere, and those need to be shut down. But there is responsibility across the board, and we're willing to assume it. We just need the provinces in question, in this case Ontario, to assume their responsibility. The colleges are saying that they were doing what you told them. The colleges are saying they're doing what you told them to do, bringing in people, international students, to help deal with the labor situation. What responsibility does the government bear in this? Well, look, we all have our share of responsibility, but there's a bit of, colleges are coming in and pleading excellence. They're now pleading innocence. They're now at the next step in looking at how they actually need to reform and get their own ships in order. If you look at some of the stats, only 2% of the permits were going into nursing. They're going into other fields that are not exactly connected to the area of study. That's not an education system that the International Visa Program is intended to support. What role does the federal government have, though? You're the ones who are approving these visas to come in. Surely the federal government has a role in deciding who should and shouldn't be here. Yes, absolutely. I mean, we have very rough instruments turning on and off the taps. There's real jurisdictional questions as to whether we can go in and shut down institutions. But can't you say no to an applicant? Absolutely, and we have said no for about 40% of the applicants. It's just we've seen such a volume in the applications that we need to apply other instruments, qualitative and quantitative ones, whether it's exempting master's students and PhD students or primary and secondary students, and focusing really on the undergraduate level, limiting visas for spouses at that level. There are things that we can do as a qualitative proposition, but on the quantity, we only have very rough instruments of turning on and off taps. The recognized institution model that we launched in the fall still is very pertinent to this discussion, because we will be able to separate the wheat from the chaff, and perhaps even if provinces don't assume their responsibility, shut down institutions ourselves if they don't do a good enough job. C'est le 8e anniversaire aujourd'hui, les syndicats font une sortie. Quels sont les derniers détails dans ce dossier-là? Il y a combien de comptes en souffrance ou comptes impayés? Je vous réfère au ministre pour les précisions. Évidemment, il y en a trop. C'est quelque chose qui me décourage. On n'est pas venu davantage à réduire. On était sur la bonne piste jusqu'à 2021. Il s'est passé malheureusement que ce soit des enjeux de grève ou d'autres qui ont augmenté soit la taille de la fonction publique ou augmenté le nombre de transactions en attente. Et c'est pour ça qu'on a eu un recul, ce qui me désole.
Ce n'est pas correct, ne pas se faire payer à temps ou adéquatement. Et je travaille continuellement avec des fonctionnaires qui ont des enjeux avec Phoenix. C'est quelque chose qu'on travaille, je sais que le ministre travaille d'arrache-pied pour régler le tout, mais nous sommes encore à chercher des solutions durables. C'est quand même quelque chose après 8 ans. Oui, effectivement. Évidemment, c'est quelque chose que je regrette énormément et nous sommes encore à la recherche de solutions. Ce qui souligne, par exemple, le fait que c'est un programme qui a été mal tissé, mal formulé d'avance par le gouvernement précédent et nous devons absolument ne pas... C'est sous votre gouverne que c'est... Nous n'avons... la décision fut prise... Oubliez pas, là, les économies et tout, là, économies entre guillemets, ont été comptabilisées par M. Harper. On n'avait plus d'anciens systèmes de paie sur lequel se baser ou se fier. Donc, il n'y avait pas le choix que d'aller de l'avant. L'ancien système de paie était essentiellement, à toute fin pratique, démantelé. Donc, c'est regrettable. Je sais que le ministre travaille très, très fort, mais nous avons encore du travail à faire. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de M. Macron qui dit « On n'exclut pas d'envoyer des troupes. Il ne faut pas exclure d'envoyer des troupes en Ukraine pour défaire la Russie. » Je vous référerai à Mme Vous n'avez pas d'opinion là-dessus? Évidemment, nous sommes de tout cœur avec nos alliés en Ukraine, de tout cœur avec les forces armées ukrainiennes. Pour le reste et pour les tactiques, je vous réfère à mes collègues ministres. In the context of your attempt yesterday to try to potentially extend House sitting hours because of conservative obstruction, can you talk about what specific legislation you think has been stalled or hasn't passed yet because of the conservatives obstructing? All of them. Can you say specifically? If we put forward an act to call the sky blue, they would obstruct it. So there is nothing the Conservatives don't obstruct. Conservatives obstruct everything, and that is a path that leads directly back to Mr. Poilievre's office, who refuses to let his caucus act constructively in debate or in any other way on any bill. So we have put forward a measure that's going to help expedite things. But is there anything like specific practically that Canadians would have access to now that they... Of course. Well, we put the fall economic statement forward. We've been debating it for 5 days. It's not even a committee yet. This is, I remind you, the fall economic statement. We're almost spring. That puts in place things like dental care, increased resources for our armed forces. Those are things that could be deployed today. Childcare, the childcare law, with its guarantees for moms and dads all over this country. That has been, the Conservatives say they support it, that has been continuously delayed by the Conservatives. The Sustainable Jobs Act, that will put in place a framework and enable the government to put in place careers and potential for people all over Canada as we progress to renewable energies and combat climate change. Those things also delayed. 20,000 amendments at committee. It's quite ridiculous. These are obstructionist tactics. These are preventing progress for Canadians. Lethal, non-lethal equipment. We also saw the Prime Minister announce $3 billion in a security assistance package. We will be with Ukraine in the long and the short term. Madame Anand, en français là-dessus, Madame Anand, s'il vous plaît, Madame Anand, en français là-dessus, est-ce qu'on devrait envoyer, comme Macron le suggère, des troupes? Est-ce que l'Occident devrait envisager cette possibilité pour aider l'Ukraine? En ce temps-là, je pense que nous devons écouter les mots de le chef de file de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il a dit, et je suis d'accord avec lui, que ce n'est pas le temps de faire ça, mais on doit être avec l'Ukraine dans le court et le long terme, avec l'aide humanitaire, l'aide économique, l'aide militaire, létale, non létale. Donc, on doit être là dans le long terme avec l'Ukraine, pas seulement pour eux, mais aussi pour la démocratie et l'ordre international fondé sur les plan d'action pour les lances officielles.
On continue de travailler sur ça. On travaille fort parce que c'est crucial d'avoir les réglementations en place cette année et on travaille sur ça. Programs is if a province wants to opt out, generally the feds will provide that province with cash, but that province has to essentially match the federal program, if I understand things correctly. Would that be your expectation? Well, look, I've said, first I want to step back. I understand the excitement. I'm very excited myself. After a very, very long period of negotiations, it seems we're nearing the conclusion where we're going to be able to table legislation and talk about what action we're going to take in pharmacare. Some people are jumping the gun and sort of talking about what that is before it's completed, and that's creating some confusion. So the first thing I would say is everybody just needs to take a pause. For provinces to say whether or not they're going to participate in something or not when they don't even know what it is a little premature. We're going to meet the deadline. We're going to be tabling legislation this week, and that means that there's an opportunity to talk about what exactly this is. It's unfortunate. I would have liked an opportunity to talk to my provincial and territorial counterparts. I'm going to be over the next coming days, in advance of tabling legislation, so they can understand what our intention is. And those conversations at an official level are starting, but I want to have direct conversations with my counterparts. So there's some premature reaction at this point in time. Can I just follow up with something? You're going to be having those conversations. Let me just have a follow-up question. There's some diabetics in Alberta who heard your announcement and go, great, I'm going to be covered. What do you say to those diabetics in Alberta who right now are wondering what's going on? Well, I think the first thing we got to do is wait for the announcement. And, so I would say to everybody that we've all waited a long time. Remember, we included this in the Supply and Confidence Agreement because we believed, and we've been in our national platform, we've campaigned on the need to take action in the pharmacare space. We've taken action on drugs for rare diseases. We've taken action on bulk purchasing, which has made significant improvements to reducing drug prices. So this is a next step that we're taking in this space. And I know there's an enormous amount of excitement to get there. I'm incredibly excited to come to the microphone, and everybody's been very patient asking me what's happening, and I said that there would be a day when I could do that, and that's happening this week. But I think, I would say to anybody who has an interest in pharmacare, I know you have a lot of questions. Wait a few more days so that we can talk about exactly what this is. Those conversations with all of your provincial counterparts before you table this legislation? Yeah, I want to have a conversation with, in a generalized sense before. I get a lot of questions from my counterparts. I'm talking to them regularly about what form it might take, and I wasn't really in a position to be able to talk about that because we hadn't gotten to a point where we were nearing or finalizing an agreement. I think that at this point in time, we're getting very close to finishing up the last details and to getting towards an agreement, and I think that that's positive. So I want to be able to have a conversation with provinces, but there'll be an opportunity, obviously, after it's announced to also have engagement. But those concerns that they've been raising publicly, you think that those are not founded once they understand what's actually in the legislation? Well, let me put it to you this way. As I've had conversations with my provincial and territorial counterparts, I've been taking their feedback, their concerns, their issues, sort of holding them in my mind as I'm having conversations with other parties and with the New Democrats in our conversations. So that's a three-dimensional map, and so certainly now I can come back to them and say, here are some things that you expressed concern about, here are some things that you wanted to see if we were to move forward on foundational pharmacare legislation and potentially some other actions to demonstrate that process of listening to them was included in the negotiations. So I expect that there'll be very fruitful, positive conversations. I can also say that, frankly, in the negotiations that the provincial and territorial health ministers, a lot of their ideas and input were extremely constructive and helpful in the negotiations to find solutions. Au Québec, est-ce qu'il y aura un droit de compensation, un droit de retrait avec pleine compensation? Oui, alors on doit attendre pour les projets de loi. Et je comprends bien qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de questions, mais on doit prendre une pause. Les projets de loi n'étaient pas présentés aux chambres de communes déjà, et bientôt je vais présenter tous les détails. À ce moment-là, je peux répondre pour cette question-là. Avec le Québec, vous n'êtes même pas encore entendu sur une entente en santé, sur le financement de la santé. Pensez-vous vraiment que vous allez être capable de vous entendre sur un programme d'assurance médicaments, sur la couverture de certains médicaments précis? Avez-vous vraiment de l'espoir d'arriver à une entente? Pour moi, absolument.
Et c'est clair que les demandes dans notre système de santé est absolument énorme. Et c'est absolument demande beaucoup d'actions dans beaucoup de types d'aspects. Par exemple, avec l'attente pour l'augmentation d'argent pour la santé, j'avais beaucoup de bonnes conversations avec le ministre Dubé et je pense qu'une attente est absolument possible. Et je suis certain que dans les prochaines quelques semaines, qu'on va trouver une attente avec ça. Et il y a aussi une conversation avec les soins dentaires et éventuellement, il va y avoir une conversation avec l'assurance médicaments. Et c'est important pour les Canadiens, les Québécois et les Québécoises, qu'on prend action, beaucoup d'actions dans beaucoup de domaines en même temps. Combien de provinces sont intéressées par l'assurance médicaments, selon vous? Je sais que vous n'avez pas parlé à tout le monde, mais vous devez avoir une bonne idée. Il y en a combien de provinces qui veulent de ça, à part peut-être Colombie-Britannique? Chaque province a beaucoup de... Non, mais c'est une question de le type de système ou le fonction du système ou le type de projet de loi. Mais je suis certain, quand je parle avec mon homologue dans le niveau provincial et territorial, c'est clair que chaque province veut augmenter l'accès pour les médicaments et aussi réduire le prix. Et c'est juste seulement une question de la politique. Et alors, ça, c'est la raison pour laquelle je dis attendre. Il va y avoir plus d'informations bientôt. Et moi aussi, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour les projets de loi je vais présenter bientôt. Mais on doit prendre juste une petite plus de temps. En anglais, s'il vous plaît. Sure. Yeah. I mean, I think. Look, I got a lot of excitement. And we just need a little bit more time. And I understand that. I think the big question that was just asked is whether or not provinces are interested in taking action on pharmacare and on drugs. And universally, yes. I have not met a province where they don't want to take action on improving access to drugs and reducing prices. There's a question about what's the best policy to get there. And that's what we've been navigating. And I think what I've always been constrained in, and this is the disadvantage of being the ones that actually have to do the implementing, is that, when you actually have to do the implementing, you have to be very careful when you speak. You can give all the appropriate details and talk about all the things that you've considered and how all of these questions will be answered. Is why I'm being very deliberative in taking the time when I will speak to be able to speak in full detail about how all of these elements will work. And I'm asking for a little bit more time. But I can say that I've listened very carefully at the same time that we're negotiating with parliamentarians, including, and most specifically the NDP. And I want to specifically point out Don Davies, who I've spent an enormous amount of time with. Don was, a very effective negotiator for his side. We spent a lot of time together, and I think that we're moving towards something that's an incredibly historic and important piece of legislation and action. But at the same time, I had to hold all those conversations that I was having with provincial and territorial counterparts of what they expected to see in the plan and what they cared about. So for me to be able to talk about how all of those worlds intersect into what's going to be announced, I have to wait until I'm actually at the point of announcing. Sure, we have the NDP giving information about this, saying which kind of drugs are going to be covered. So what can you tell Canadians, especially those people that are hearing about this and saying, okay, well, am I going to be covered or my drug is going to be covered? Like, can you reveal any more information about what this legislation is going to look like? For example, the timelines for when this will be implemented. Yeah, I mean, I think, I can't, the NDP is a different party, and they have different calculations about why they would speak to things at different times. One of the things that I emphasized in my conversations during the negotiations was I actually think it's important that we not have leaked information in advance and not have this in a piecemeal kind of way, because I do think it creates some kind of confusion. I don't want to add to that confusion by, sort of adding bits and pieces, and I want to be able to comprehensively present the legislation, show exactly what the plan is, and be able to answer all the questions. I would have preferred to do that all at once so that there wasn't the confused state that we're in right now. But, decisions were made, and I respect that. They're different parties, and they're certainly free to make a decision that they did to speak on it. I'm
I'm not going to do that. I committed that I wasn't going to do it, but I will do it in totality when we release the legislation. Will the legislation be coming out on Thursday? Well, it's fair to say that we're going to be, if you work backwards from March 1st, there's not a lot of geography, so you can expect, we're going to meet the timeline. Now, in terms of exactly when that will be, we're going to let you know very soon. Pouvez-vous garantir à 100% que les médicaments contraceptifs et pour les diabétiques seront couverts avant la fin de l'année 2024? Je ne suis pas prêt de dire ça maintenant, parce que je dois présenter le projet de loi. À ce moment-là, je vais expliquer une réponse pour ça. Can we just ask about possible cost for the pharmacare plan in the budget you're going forward? Could you measure it in the tens of millions, hundreds of millions, billions? Would you like to, Minister Freeland, we've asked her, and she says we're staying in fiscal guardrails in the broader picture. But I think I can, because I haven't introduced the legislation or the plan, the only thing that I'm going to say is what I said all through the process, which is that we want to continue taking action on reducing drugs and improving access and making sure that that is a really powerful tool for prevention in our health system. But at the same time, we have a limited and constrained fiscal position. We have the lowest debt-to-GDP ratio of any G7 country. We are in a very enviable state in terms of the manageability of our debt. We are one of the few countries with a AAA credit rating. We have to protect that. So that has been a guardrail that has been maintained in this deal. And I can assure you that that fiscal prudence lens was very firmly applied in those negotiations. Sorry, last question. Associations say that they are concerned about the plan that you've put forward, especially with the pay amounts and the paperwork that might be involved. I've spoken with some that say they themselves would not be part of this program. So how are you expecting for this program to be successful when dental associations themselves are saying we're really concerned about how the federal government is rolling this out? Well, I've had fantastic conversations with providers who are very enthusiastic, and there's some concerns. But let me be clear about two principles. The first principle is the idea that a patient would pay and do the paperwork is a non-starter. Over 90% of claims are going to be auto-adjudicated, which means that they're able to be dealt with in an electronic system that is very easy for providers to deal with. We can't push that burden onto vulnerable people. Imagine these are people, many cases have never gotten oral health care, who don't know how to navigate a health system, who don't have the capital to be able to front the costs of dental work and then have to do the paperwork on the back end. So we're working to make it as seamless and as effortless as possible for providers, but we simply can't place that burden onto vulnerable Canadians who just don't have the capacity to front end that money. So that's a point of distinction, obviously, and I can understand that some dentists would prefer that patients pay up front and that patients do the paperwork, but these are in many cases vulnerable people, and that's going to be a major barrier to access, which is a huge concern. And then the next piece in terms of the fees, I think some of the confusion is we haven't released the 2024 fee guide. So there's they have of the government right now. But I mean, it's coming in the next couple of days. One of the things that we have to make sure in this process is that we have a really rigorous process to evaluate what is going to be the fees for this year. So that has to be conducted with two lenses in mind. One, we have to ensure that we're being fair to providers, that what we're doing makes sense and is fair to dentists who are doing incredible work in the space of oral health. And secondly, obviously, we have a responsibility to taxpayers to make sure that we're not overpaying, that we're not being too generous, that we're not being in a circumstance where we're not being prudent with taxpayer dollars. So that's a bit of a complicated thing to navigate. I think as we move to the 2024 fee guide, and I can sort of go line by line why certain procedures are covered at the different amounts that they are. There are some procedures that are going to be covered at 100%, many at 90%, some maybe that are going to be lower because they don't have the same urgency or maybe even the same resonance in terms of the importance of somebody's oral health. But we're having those conversations, and so look, I understand this is a negotiation. The dental associations have a responsibility to get the best deal they can and to negotiate, and I in turn have the responsibility to get the best deal for Canadians and to make sure that patients are well represented and the taxpayers are well represented. Thanks so much. Thanks, Minister Holland. Good, how are you? Good to see you. Minister, on Bill C-58 and what your expectations are for later today? I'm hoping for unanimous consent for second reading.
Did it before. Did it for paid sick leave. I think we can do it for this. I think this is one of the most important things to happen to the Canada labor movement since Canada. Like, this is a big deal. You know, this is anti-scab legislation. This is anti-replacement worker legislation. Let's see where it goes. But I want unanimous consent. I've gotten it before. I think it would send such a strong message to the labor movement and to workers in this country. Have you spoken to any of your counterparts in the, I guess, Conservative caucus about this and how they're going to vote? Well, we'll wait and see. They have surprised me before. We've had we've put forth some very reasonable arguments, and we'll see where it goes. What does it say about the party Conservatives if they don't vote for this on second reading later today? Judgment, I'm sure, will be rendered by workers themselves. By people like B. Bruskin and Lampane. I'll reserve my comments until then, but this is a big deal to workers in this country. It sends a strong signal about the strength of the labor movement and, frankly, the strength of the collective bargaining table. Just recently we saw Air Transat flight attendants, we just voted in favor. Once again, there was something averted, a work stoppage averted, and we were able to get it done. Tories want that they're after the populist vote. What does it say, though, if they don't vote with you on this legislation? Is this where, I guess, the rubber hits the road? This is where rubber hits the road. This is a vote for workers. This is a vote for workers in this country. Unionized workers in this country have been looking for this legislation for as long as there's been a labor movement in this country, which is longer than the country. It's a big deal. It's history. But if you look at the Tory support, considering the Bloc, the NDP are all on board, does it really matter? Then, is it really going to slow down passage of this bill? I want the bill passed. Yeah, I want the bill passed. But look, it was a big deal. Where I can find things like unanimous consent and common cause, frankly, I think it's what Canadians want too. Like, there is enough of this. If we can, in substance, agree on something, what am I going to do? Try not to agree? Like, if I have friends anywhere, any corner of this house, and I'm able to do a deal and get things done, I'm going to do it. That's what Canadians want. Frankly, it's what they expect of us. Enough foolishness, enough shenanigans. Where you can find common cause, do it. Have you spoken to the shadow critic on this at all? Oh, I've spoken. We have relationships, to be honest with you. And many of us do, to be honest with you. I don't. There may be some I'm not aware, but I have. I have in every party a critic, and I keep regular relations with them. So we'll see. Everyone, some are holding their cards closer to their chests than others. This is one vote. We're determined to get it done. I just think we've got a real opportunity here to show Canadians that we can work together. But the Tory shadow critic has been engaging with you on this. Oh, we've been talking. Okay. Yeah, we've been talking. Yeah. Is there any update on that PC, the labor, at the Ports review? I know you guys received the review or the report from those academics last month. Any update on that? No, but I'll be able to get you an update on it very soon. We're very allowed to it, so I should have some for that very soon. Yeah. Okay? All right. Maybe see you later. Bye. I will keep in touch with you. Can I just clarify one thing on the record for you guys? There's been some misunderstanding with respect to the penalty of potentially life imprisonment for the new freestanding hate crimes offense. That was announced in legislation yesterday that we've tabled. So what I want to make clear to Canadians is that the idea about this offense is that it works in conjunction with another criminal code offense. So you have to have some sort of crime that's been committed. So think about a theft, think about an assault, think about a rape, think about a murder. In certain contexts, what this will make available to a judge is that when they twin the fact of a murder with a hate motivation, they could potentially apply something as significant as a life sentence. It must always be twinned. And it gives discretion to the judge. It is not a mandatory minimum. It is a potential maximum. How does that work with the advocating genocide? How would that work with that? So the issue about advocating genocide is separate from that hate crimes offense that I mentioned. And what we're proposing in this legislation is for advocating genocide that what is currently a maximum of 5 years if you proceeded as an indictable offense could extend to a maximum penalty of as much as life. That is significant, but the crime of genocide is the most significant crime
known to humanity. It is an intentional intention to destroy in whole or in part a group defined by certain characteristics, such as nationality, ethnicity, religion, or race. That is significant, but it's significant to demonstrate how abhorrent that crime is. Pensez-vous que des propos de Canadiens qui commentent la situation en Palestine actuellement, par exemple, pourraient être visés par des propos génocidaires, là, comme ça? C'est certain qu'il y a une augmente de haine dans notre pays en ce moment-là. Ça date depuis plusieurs ans, pas juste en ce moment-là, mais le fait que ce qui va arriver à ce niveau-là ou non, c'est une analyse contextuelle qu'il fallait faire par le juge qui est saisi par le cas. Sur l'article 13, certaines sections de l'article 13 dans la loi sur les droits de la personne qui sont ramenées, pour ne pas revenir aux anciens débats sur la liberté d'expression qu'il y avait eu quand ça a été abrogé en 2013, comment faites-vous pour éviter ça? Donc, c'est une très bonne question, mais on a vraiment écouté ces aspects-là. Donc, on va retourner l'article 13, mais on a changé l'aspect de l'article en trois façons directes. Donc, première chose, c'est que si c'est tout à fait clair que ça ne touche pas la haine, comme c'est lui défini par le Cour suprême du Canada, ça peut être rejeté au début. Donc, on parle d'une summary dismissal en anglais. Deuxième chose, c'est qu'on garde toujours à la Commission des droits de la personne le fait qu'ils peuvent rejeter une personne qui se plaint d'une mauvaise foi, so bad faith, frivolous ou vexatious. Troisième chose, c'est que si on commence un processus à la Commission, mais c'est tout à fait clair que c'est un abus de processus, un abuse of process, on peut punir les personnes qui se plaignaient avec une cost order. Donc, les frais et dépenses dedans sont payables par les personnes qui se plaignaient. Donc, avec ces trois choses-là, on veut on veut traiter simplement la vraie haine et on veut éviter le fait que ça peut créer une situation où il y a des plaintes de mauvaise foi. Can I ask you the question about the priest from France who has been accused of abuse in Inuit communities? They've been waiting for decades for an extradition, for justice. What do you say to those communities? And is Canada able to do anything to get him back to Canada? I say that the horrors that Monsieur Rivard is accused of in terms of residential schools in the north are reprehensible conduct, and that we need to ensure that justice is pursued against an individual accused of that large a number of crimes of that level of severity. What I would say to you is that you know that the Public Prosecution Service of Canada has been public about the fact that there was an extradition request made of France that has been denied. I would say to people that are concerned and angry that I share their concern, I share their anger, and that we're currently working with Interpol to try and issue what's called a red notice alert, such that if Monsieur Rivard is off of French territory, that he could be arrested and brought to justice. Are you speaking to France about the last question? Les trois principaux syndicats de fonctionnaires demandent maintenant des compensations additionnelles parce que les problèmes avec Phoenix, ça a continué dans le temps, donc ils demandent une nouvelle entente. Que leur répondez-vous? Premièrement, je sais que ça c'est un enjeu très sérieux. Nous prenons cet enjeu très au sérieux. Je travaille fort avec mon collègue, le ministre Duclos, à l'Approvisionnement Canada, là-dessus. Je sais qu'il y a des négociations entre le Conseil du Trésor et les syndicats. Et j'ai rencontré avec les syndicats aussi, par exemple avec M. Aylward récemment. Donc, c'est un enjeu très sérieux. Tous les fonctionnaires doivent avoir leur paix aussitôt que possible. Donc, nous continuons de travailler là-dessus. Est-ce que vous ouvrez la porte à des compensations additionnelles que ce qui est déjà prévu dans les ententes existantes? Je sais que mon ministère parle et négocie avec les syndicats maintenant là-dessus. Donc, je voudrais voir les résultats de ces négociations. Mais je voudrais dire, comme ministre, comme président du Conseil du Trésor, que je prends cet enjeu très au sérieux et je vais travailler très fort là-dessus.
Est-ce que vous êtes ouverte à ce qu'il y ait un nouveau système? À la fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes ouverte à ce qu'il y ait un nouveau système de paie que Phoenix? Parce que c'est une des demandes des syndiqués, si j'ai bien compris. Est-ce que ça fait partie de vos options? Je parle avec mon collègue, le ministre Duclos, là-dessus. Parce que nous devons nous assurer que les fonctionnaires doivent avoir leur paie aussitôt que possible. Donc, bien sûr, nous devons surveiller nos options. Mais aussi, nous devons nous assurer qu'ils vont avoir leur paie. Donc, chaque nouvel système doit travailler, doit fonctionner. Donc, c'est une matière de calibrer les risques et nous faisons ce travail aussitôt que possible. We'll go to English now. English now. Can we just get your response to the demands for expanded compensation from these unions? I know that there are negotiations occurring right now between the unions and my department at the Treasury Board. And I would like to see those negotiations continue before opining on the proper result, because the conversations are happening right now. But I will say that I have studied the Phoenix pay system throughout my time in government. I believe that members of the public service deserve to be paid as quickly as possible and as fairly as possible. And that has to be the goal of any payment system. And so in terms of the next steps forward, in the short term, let's wait for the negotiation results between the Treasury Board and the unions. I will continue to meet with the unions on my own, as I have done recently. And as for future options, we need to make sure that any system that is chosen actually works as soon as it is implemented, because we cannot have another system like the Phoenix Pay system. C'est bon, c'est tout pour aujourd'hui, merci. Bien, comme je disais, ça relève de la ministre Bibeau, d'ailleurs, qui s'en vient dans quelques instants. Donc, vous pouvez lui en parler. C'est partie des... Est-ce que c'est un drapeau rouge quand on est à l'approvisionnement, de donner des contrats à une entreprise que des comptes dans des paradis fiscaux? Bien, il y a deux réponses. La première, c'est que toute considération de nature fiscale est nécessairement une considération importante, un drapeau rouge, comme vous dites, pour tous les gouvernements, pour tous les ministres du gouvernement. On est tous là pour faire ce qu'il y a à faire pour s'assurer de l'équité et l'efficacité des traitements fiscaux. La deuxième chose, c'est que ces considérations plus précises relèvent de ma collègue la ministre Bibeau. Nous, on s'occupe de l'intégrité des processus contractuels. Dans le dossier Phoenix, le syndicat critique le recouvrement des sommes, et je crois que ça tombe chez vous à approvisionnement, c'est-à-dire le gouvernement demande de rembourser à certains fonctionnaires des sommes. Ça, c'est le Conseil du Trésor. Madame Anand, et pour un nouveau système, il faut consulter les syndicats. Est-ce que vous êtes engagé à consulter les syndicats pour approvisionner un nouveau système de paye? Oui, on est en contact avec les syndicats, l'Alliance de la fonction publique, on lui parle régulièrement parce qu'on sait que c'est une responsabilité partagée et on veut l'assumer avec elle. On pourrait avoir un nouveau système de paye ou c'est en... On va avoir besoin d'en avoir un. Il y a déjà des tests importants qui ont été faits par la combinaison de Conseil du Trésor et d'approvisionnement et services publics. Il y a des avenues prometteuses qui sont en train d'être testées avec des ministères ciblés. Ça va bien et on aura la chance prochainement de donner plus de nouvelles. Merci. Comment dire, la conformité des comptes. Okay, pour savoir s'il y a une raison légitime ou non. Oui, absolument. Donc, c'est pour ça qu'on signe des ententes avec différents pays. Aussi, c'est pour faciliter le partage d'informations bancaires d'un pays à l'autre, d'une agence à l'autre. Donc, ça nous aide aussi à obtenir cette information-là. Mais encore une fois, toute l'information qui est obtenue par l'agence dans le cadre de ces enquêtes-là ne peut pas être partagée d'aucune façon, même avec d'autres ministères. Est-ce que les Canadiens pourraient savoir éventuellement s'il y avait des pénalités ou Seulement s'il y a une pénalité et que toutes les mesures d'appel ont été épuisées, ça va être rendu public sur le site Web. Si ça va en cours pour une raison ou une autre, ça devient public. Sans ça, ça reste privé. Okay. Puis, vous dites on a des ententes, je ne sais pas si vous les connaissez toutes, mais par exemple, les îles Vierges britanniques... Faudrait que je vérifie. Okay, je vais vérifier avec le ministère. OK. Merci. C'est bon? Merci.